etc., etc. Tu liras le chat en replay. Attends, je suis en train de le faire. Oh, il y en a qui vont prendre là. Mon belge préféré, non mais David. Ah oui, je suis au Maroc, c'est vrai. Oui, je suis au Maroc dans le cadre d'un échange franco-marocain sur la transposition de ce qui se fait sur le monde de la 3D en France au Maroc. Voilà, vous savez tout. Bon, en tout cas, moi, je suis ravi de vous retrouver. Même si vous m'aimez beaucoup moins que votre fan belge. Après, il connaît peut-être qu'un seul belge, hein, c'est peut-être pour ça. C'est son belge préféré. Non, j'ai vu qu'il y avait Philippe aussi qui était avec nous ce soir. Oui, Philippe. Ah oui, c'est vrai, il y a eu. Il a un beau tableau, Romain. Oui, je suis chez des amis, donc c'est pas moi qui ai fait la déco, je suis désolé. Alors que Vincent a une très belle déco, je trouve. Ah, tu vois, c'est pas mal. Hein. Dis, Il a Pascal, repeint ça tous les murs. dépend des sujets. Il est Donc, chaste. a priori, c'est 1 heure, mais si jamais, voilà, on pourra peut-être un peu dépasser, ça va dépendre un petit peu, parce qu'on a reçu pas mal de questions intéressantes. Donc, Ça dépend de vous. Si vous avez des questions, on continue. C'est pas un souci là-dessus. Bon. Je propose qu'on commence peut-être. Super. Du coup, Vincent, on se fait un rapide tour de table. Et puis, Vincent, du coup, je te propose d'être le garant des questions. Parfait, moi ça me va. J'ai vu qu'il y avait quelques. On va essayer de se répartir le boulot. J'ai vu qu'il y avait quelques. Trop corporate. J'ai vu qu'il y avait. J'ai de l'écho. J'ai beaucoup d'écho. Non, je trouve pas. C'est juste ça grésille un peu quand tu parles. C'est tout. D'accord. Bon, bah désolé. On t'entend bien, donc ça va. J'ai pas des conditions de connexion très top, donc je suis vraiment désolé pour ça. Bonsoir à tous. Du coup, on va se faire un petit tour de salle virtuelle pour que tout le monde se représente un petit peu. Et puis, on a reçu, donc on vous remercie, on a reçu des questions, c'est cool. C'est un nouveau format qu'on teste, le webinaire questions-réponses. L'idée, c'est vraiment de prendre 1 heure et quart pour vous et pour nous, pour essayer de répondre aux différentes questions que vous avez. L'idée étant que si vous avez des questions en cours de webinaire, vous les posez dans le chat, il n'y a pas de souci. Et on les prendra au fur et à mesure de la discussion, pas de souci. C'est clair. Marvin, je te laisse commencer. Je me présente d'abord. Ouais, tu te présentes vite fait et je laisse. Ouais, ça marche. Alors moi, je suis Marvin Pognard, je suis un des formateurs d'EasyPest. Grosso modo, ça fait 1 an et demi que je suis formateur. J'ai commencé dans ce milieu-là après mon BTS, directement à mes 19 ans, toujours en tant que technicien, avec un peu d'assainissement ou autre, mais principalement que de l'expérience de la 3D jusqu'à mes 29 ans. Et c'est vrai que j'ai une meilleure affinité vis-à-vis des rongeurs que vis-à-vis des insectes. C'est pour ça que je tenais à faire ce petit webinaire avec vous, tout simplement. Moi, c'est Vincent. Donc, je suis dans le secteur depuis 2011. Je suis tombé dedans par hasard. Hein. C'est des chasseurs de tête qui m'ont trouvé à la base. Et voilà, je pense que l'approche de la nature et d'avoir un côté un petit peu plus technique, ça apporte pas mal de choses. Donc, moi, je me suis passionné là-dedans maintenant depuis 2011. Et ici, depuis du coup 2023, je travaille sur quelques projets avec le groupe Easy, sur des projets de développement entre autres, et justement tout ce qui est ce genre de petits webinaires un peu techniques, et aussi au niveau européen. Donc on a pas mal de choses à faire avec Romain. Donc voilà. Donc effectivement, Vincent fait partie du groupe en tant que consultant. Il nous apporte tout le support pest control. On est effectivement maintenant, on est organisé avec 4 entités dans le groupe, qui est supporté par des services support d'une société qui s'appelle Easy Group. Et du coup, là, ce soir, on vous parle au nom d'EasyPest, qui est notre centre de formation en France, qui est maintenant le centre de formation leader dans la formation certibiocide et la formation technique. Donc, c'est vrai que c'est cool de pouvoir vous retrouver. Et si on est là et si on a la possibilité d'avoir du temps,
Ouais, le son fait écho. Alors attends, comment je vais essayer de mettre peut-être mes écouteurs. Excusez-moi. Ouais, moi j'ai ça aussi généralement avec mon pote Marvin. Ouais. À la limite, on peut couper nos micros quand c'est un autre qui parle, hein. Comme ça, c'est facile. Ok. Essaye, Romain. Là, vous m'entendez mieux, là? C'est bon? Ouais, c'est bien, là. Est-ce que vous avez encore de l'écho ou pas? Non, parfait? Bon, bah super. Super, si 5 sur 5. Super, oui. Donc en fait, je vous disais, bah, si on a aussi aujourd'hui du temps à consacrer de manière bénévole, hein, puisque on est bien sûr bénévole ce soir, bah, c'est parce qu'il y a des clients qui nous font confiance et effectivement, il y a des professionnels qui nous font confiance. Donc ça, je tenais effectivement à vous remercier parce que c'est important pour nous. C'est important qu'on puisse avoir une activité dévouée au milieu. Mais bon, effectivement, on n'est pas une association loi 1901, donc, en fait, c'est toujours important que vous nous fassiez confiance et de plus en plus. Et donc, je vous invite à pouvoir nous faire confiance chez EasyPest, à venir passer vos formations chez nous. Je sais qu'il y a d'autres centres de formation en France. On est les seuls à essayer d'animer un petit peu cette communauté de cette manière-là. Et si on veut pouvoir continuer dans le temps, bah, c'est aussi pouvoir nous faire confiance sur les formations que vous pouvez faire, que ce soit le certibiocide ou les formations techniques. Donc, venir les faire chez nous, c'est aussi, on essaie de développer de la qualité, avoir des formateurs qui ont une expérience, notamment une expérience de terrain. Mais c'est aussi grâce à ça qu'on arrive à nous libérer du temps et de l'argent, bien sûr, pour pouvoir donner du temps à cette profession qu'il mérite, parce qu'on est fiers de la profession qu'on fait, on ne se sent pas différent de vous, on est juste là pour vous apporter du support. Donc, c'est vrai qu'on voit beaucoup de centres de formation fleurir sur les réseaux ces derniers temps. En fait, nous faire confiance et puis pouvoir nous donner la possibilité de continuer ce type d'événement passe par votre gentillesse et le fait de faire bosser EasyPest, ça c'est important. Donc voilà, l'idée c'est qu'on accélère encore plus le nombre d'événements qu'on va faire. L'idée c'est qu'on soit dans le partage du savoir, le partage de la connaissance. On n'est pas là effectivement pour tout facturer. Donc en fait, on est des vrais passionnés et c'est vous qui nous donnez les moyens justement de continuer à l'être. Donc moi, je tiens vraiment à vous remercier. Vous êtes hyper nombreux ce soir, donc ça c'est vraiment cool. Et puis on va continuer comme ça. On est des gens motivés. Et c'est vrai qu'on essaie de faire un planning de webinaire qui a du sens pour vous. On essaie de saisonnaliser les webinaires. On en fera bientôt sur Moustique, bientôt sur Guêpe Frelon. Je sais que Benoît, il est avec nous, là, Benoît Klein, qui est notre référent Guêpe Frelon chez nous. Donc voilà. Donc moi, Romain, effectivement, j'ai fondé le groupe il y a une dizaine d'années. On est presque 40 collaborateurs aujourd'hui. Moi, je ne suis pas plus, pas moins qu'un collaborateur du groupe. J'ai la direction scientifique de la partie espèces envahissantes animales. On a recruté également un directeur scientifique de santé des plantes, puisqu'on veut essayer aussi d'apporter notre expertise au monde de l'agriculture pour travailler dans la transition agroécologique. Vous voyez bien que même si aujourd'hui la lourdeur administrative fait sortir les agriculteurs dans la rue, on est quand même entré dans une transition agroécologique et nous on part du principe que ce qui se passe en agriculture, ça se passe ensuite dans le biocide. Donc il n'y a pas de raison que nous on n'amène pas notre contribution non plus en agriculture. Donc voilà, donc on est 3 experts au niveau du groupe. Vincent qui s'est présenté, moi-même pour la partie direction scientifique, biocide, espèces envahissantes, rongeurs, insectes, et puis Hervé Quenin qui doit être parmi nous aussi, qui est le directeur santé des plantes chez nous, qui est un spécialiste de l'agriculture. Donc salut Hervé, je pense que tu es là. Voilà. Salut Jean-Paul. Voilà, globalement, donc moi je m'en tiendrai ce soir plutôt à répondre aux questions qui sont attenantes aux maladies sur les rongeurs et puis plutôt attenantes aussi à la résistance et à la toxicologie autour des produits. Voilà. Et puis je laisserai Vincent et Marvin exposer leurs expériences respectives sur la gestion des rongeurs. Voilà. Donc on avait quoi? Alors je sais qu'on a déjà une question qui est... Comment tu veux faire, Vincent? On a une question qui est déjà dans le chat. Tu veux qu'on... Écoute, moi j'ai tout pris, donc moi si tu veux, on fait dans le sens que tu veux. Moi je propose de peut-être commencer par les questions qu'on a reçues en amont, comme ça on peut répondre à ça et puis on continuera. Vas-y Marvin.
Vincent, en fait, j'ai une première question au niveau du chat. Yep. J'ai pas oublié ta question. La question était, au niveau des postes d'appâtage, est-il important d'en faire une désinfection entre chaque chantier ou autre? La réponse est totalement oui. Pourquoi? Tu peux avoir n'importe quel type de rongeur qui peut rentrer dans un poste d'appâtage, déposer des poils, des crottes, des urines ou autres. Donc, entre chaque chantier, entre chaque intervention, va falloir que tu nettoies ton poste d'appâtage. Maintenant, tu vas pas le nettoyer avec de la javel ou autre. Va falloir que tu essayes de trouver une lingette désinfectante qui ne dépose pas d'odeur. Comme ça, tu pourras réutiliser ces postes d'appâtage au fur et à mesure de tes sites. Je sais pas si j'ai répondu à ta question. Ouais, l'important, c'est on s'aperçoit quand même, il y a deux choses hein, sur les rongeurs. Pour ceux qui font par exemple du piège de ragondin, on s'aperçoit que plus les cages sont fréquentées, plus elles prennent de rongeurs, plus elles ont tendance à prendre de rongeurs ensuite. Hein, donc, Tout à fait. parce que les rongeurs déposent des phéromones. Les phéromones sont déposés avec l'urine, notamment, et les excréments, les déjections et les glandes que les rongeurs ont sur leur organisme. Et donc, ça, on pourrait être tenté de se dire, je lave pas mes postes parce que ils sont fonctionnalisés par le fait qu'il y ait des rongeurs qui les aient fréquentés, et donc je vais les réutiliser tels quels pour une autre entreprise, par exemple. Le problème, c'est que vous pouvez également, par ce fait-là, déplacer des pathogènes. On a quoi comme pathogène chez les rongeurs? On peut avoir de la leptospirose, on peut avoir un certain nombre de pathogènes opportunistes, Clostridium, Campylobacter, qui sont par ailleurs des pathogènes qui sont connus pour provoquer des intoxications alimentaires chez les personnes. Donc pour des questions de biosécurité, c'est quoi la biosécurité? C'est être sûr qu'en présence de pathogènes, je ne les dissémine pas. Et donc dans ce cadre-là, il est quand même préférable, malgré le fait qu'on sait que des pièges ou des postes fréquentés par des rongeurs auraient tendance à pouvoir être fréquentés plus facilement par des rongeurs futurs. Néanmoins, quand on déplace un poste d'une population à l'autre, c'est pas sûr qu'effectivement, par esprit de compétition et de territorialité, les autres rongeurs fréquentent les postes qui viennent d'un autre site. Et puis au-delà de ça, pour éviter, je vous rappelle qu'on n'est pas forcément des dératiseurs, on est des préventeurs du risque pour vos clients. Et dans ce cadre-là, on désinfecte pour être sûr de ne pas transporter des pathogènes, parce que vous savez que vous n'avez pas besoin de rongeurs pour choper des pathogènes. Non, un simple contact avec de l'urine suffit, ou des déjections suffit à ce que vous puissiez choper des pathogènes, hein, des virus, des bactéries, mais aussi un certain nombre d'acariens, comme la gale, par exemple. Hein, la gale sarcoptique, c'est un petit parasite qui se met sous la peau et qui entraîne une dépilation de la peau, hein, donc des poils qui tombent. De temps en temps, vous envoyez des vieux rongeurs qui ont des dépilations. Ils sont porteurs de gale sarcoptique. Donc, potentiellement, je désinfecte mes postes, mais quand je le fais, je mets des gants. Ça, c'est sûr. Il y avait une question importante, Romain, sur la durée de vie des pathogènes. On a une idée claire sur ça, parce que ça dépend fortement des pathogènes. Alors, les pathogènes qui durent le moins longtemps dans l'environnement, c'est certainement les virus. Hein. Vous voyez, les virus, globalement, un virus, ça a besoin d'être enfermé dans une cellule pour vivre. Le virus ne peut pas vivre seul dans l'environnement. Il a besoin d'être dans un organisme. Donc, si le virus est déposé dans les extérieurs par de l'urine ou des déjections, le virus, il va rapidement mourir en extérieur. Là où on commence à avoir une forme de vie autonome, c'est les bactéries. Une bactérie, elle est capable de vivre dans l'environnement si les conditions sont optimales. Vous prenez une salmonelle, mais c'est quand même à peu près vrai aussi. Vous prenez une leptospire, bactérie spiralée qui est disséminée par l'urine des rongeurs avec deux espèces, le rat brun et le ragondin. Une leptospire en milieu humide, elle est capable de rester entre 180 et 200 jours dans l'environnement. Donc potentiellement, il ne faut pas compter sur la mortalité du pathogène pour être sûr qu'il n'y en a plus. Surtout si vous avez un rythme de dératisation un peu important, vous montez ça dans la voiture, vous redéchargez ça, vous amenez ça au dépôt. Potentiellement, faites une désinfection. Alors, vous n'êtes pas forcément obligé de la faire sur le site, mais faites au moins une désinfection. Arrivez au dépôt en considérant que les postes d'appâtage que vous transportez sont des postes d'appâtage sales. Donc, quand vous arrivez au dépôt, vous désinfectez de manière à être sûr de tuer tous les pathogènes. Après, les parasites, ça dépend. Hein. Les parasites, en général, ça vit quand même moins longtemps que les bactéries dans l'environnement. Mais les bactéries pathogènes qui sont portées par les rongeurs, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup, elles peuvent vivre assez longtemps dans l'environnement si les conditions commencent à être printanières ou estivales, comme ça va être bientôt le cas. Hein. Donc, alors l'hiver, ce n'est pas le cas. Mais par contre, printemps, été, automne, méfiez-vous quand même, vous mettez des gants et vous désinfectez vos postes, hein, ça c'est sûr.
Et c'est un point super important parce qu'en fait, dans les quelques audits qu'on fait avec les diagnostics génétiques, parce qu'on a EasyDiag, Rongeur, qui permet de faire l'analyse génétique, donc à la fois des agents pathogènes, des phénomènes de résistance et autres, on se rend compte quand même qu'à chaque fois qu'il y a pas mal d'agents pathogènes dans les échantillons qu'on collecte ici au bureau, donc c'est quand même important. Donc faites bien attention à ça, de Ouais, bien vous protéger. tu as raison, François, en disant les salmonelles sont des pathogènes qui peuvent rester longtemps dans l'environnement. C'est vrai, c'est même une problématique en industrie agro, en élevage. Le principal élevage pour lequel ça devient très problématique, les salmonelles, c'est les poules pondeuses, parce qu'on part du principe que dès qu'on a une détection de salmonelle en élevage de poules pondeuses, en général, il y a un abattage des animaux. Alors, c'est pas forcément tout le temps le cas, mais dans tous les cas, les œufs sont invendables. Donc ça veut dire qu'il peut y avoir de manière associée un coût économique à l'éleveur qui est très important, une grosse désinfection, une mise à blanc et puis une période de quarantaine qui peut être très pénalisante pour l'éleveur. Non, alors la gale, c'est un acaricide, effectivement, puisque la gale est un acarien qui s'appelle le sarcope, vous pourrez aller voir. Là, si c'est sur les animaux, c'est traitement antiparasitaire externe vétérinaire. Donc souvent, quand on est en élevage, c'est bien aussi que vous, prestataire 3D, vous rapprochez des vétérinaires du bien-être animal pour que quand il y a des opérations de désinfection ou en tout cas d'utilisation d'antiparasitaires externes sur les animaux, il puisse y avoir des mesures de désinfection qui soient faites par vous. La désinfection en élevage, elle est super importante, ça c'est sûr. Alors, désinfecter, là on parlait plutôt de la désinfection des postes entre chaque chantier. Donc là, comme disait Marvin, il a raison, les lingettes, ça peut être intéressant. Et sinon, dans les vides sanitaires, c'est de la désinfection canot à mousse. Le plus souvent, c'est canot à mousse ou Karcher haute pression avec de l'eau chaude et un désinfectant associé. C'est souvent comme ça qu'on règle. Du coup, on embraye peut-être sur les questions, Vincent, qu'on avait eues. Voilà, donc je vais prendre la première question qu'on avait eue d'Yvan. Donc c'est par rapport aux traitements alternatifs. Donc la question c'était les traitements alternatifs réussissent-ils à remplacer l'appâtage classique, surtout en cas de forte infestation? Peut-on se passer des solutions de traitement anticoagulants? Donc en fait, ce qu'il faut voir, il faut voir ça autrement. Donc l'approche IPM, c'est pas simplement simplifier de plus utiliser de produits. L'approche IPM, c'est vraiment comprendre la problématique dans son entièreté et utiliser toutes les méthodes, ce qu'on appelle la boîte à outils en France, et même au niveau européen, la toolbox, et utiliser tous les outils disponibles. Donc, que ce soit de l'étanchéité, que ce soit de l'exclusion. Donc, l'exclusion, c'est démotiver justement les rongeurs à aller sur un site en limitant l'accès justement à la nourriture ou aux conditions favorables à leur développement. Et pour répondre de manière plus complète, donc, vous avez au niveau européen l'ECA. Donc, l'ECA, c'est l'équivalent de l'ANSES, mais au niveau européen, qui généralement demande toujours avis du BPC, donc Biocidal Product Committee. Et eux-mêmes ont tranché en 2023 qu'il n'existait pas d'alternative viable et complète aux anticoagulants, et donc que ça doit être des outils complémentaires. C'est pour ça que j'aime pas trop dire alternatif. C'est plutôt des outils complémentaires à utiliser et avoir une méthode complète avec tous les outils. Il faut savoir que les systèmes, par exemple, de tapettes ou les systèmes de capture en temps réel, c'est vraiment des outils qui sont très intéressants à mettre en complémentaire dans la boîte à outils. Maintenant, effectivement, sur des faibles entrées, donc ça va permettre à quelques rongeurs d'être éliminés avant de pouvoir s'installer sur un site. Mais si vous avez une forte population de rongeurs sur un site, utiliser des systèmes tuants, vous n'arriverez pas au bout, soyons clairs. Il y a quand même quelques exceptions comme les rats noirs où là c'est intéressant de mettre des systèmes de tapettes en hauteur entre leur zone de nidification et les points de nourriture, qu'ils aiment bien les graines au niveau des bâtiments d'élevage. Mais principalement, il ne faut pas pour moi exclure une des méthodes et c'était la conclusion également au niveau européen. Voilà. Je ne sais pas si Marvin, tu veux rajouter quelque chose? Non, là-dessus, pour moi, la capture est super valable en prévention, tu vois, par rapport à du placebo. Parce qu'un rongeur, tu peux le titiller comment? Soit tu le titilles au niveau de son odorat, donc tu vas chercher les sources de nourriture qu'il va aimer, soit tu peux le choper directement sur son chemin. Toi, en tant que technicien, par exemple, tu dois déceler ces chemins possibles. Donc, tu peux mettre du piégeage pour voir cette prévention-là. Maintenant, sur des cas d'infestation ou autre, de forte infestation, je trouve que l'appâtage toxique, ça dépend si je peux le mettre en place ou pas. Faut voir à peu près si je peux. Mais la capture de masse peut m'aider. Donc au final, ces deux outils sont des outils complémentaires.
Mais je trouverais ça dommage de mettre en place du toxique si j'ai 2 ou 3 rongeurs qui se baladent. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi? Voilà, pour moi, Mhm. le toxique est vraiment là pour dégrossir une forte infestation. Ouais, moi je suis assez d'accord avec ça. L'idée, c'est de se dire, ça fait 30 ans qu'on ne s'est pas posé trop de questions sur l'utilisation des anticoagulants, les utiliser en préventif comme en curatif. Euh, L'idée, c'est de se dire aujourd'hui, la réglementation, et notamment la réglementation qui interdit l'appâtage permanent, a fait le clair entre j'ai une situation préventive dans laquelle je vais mettre des outils de monitoring pour me permettre de pouvoir détecter le premier rongeur qui arrive alors qu'il n'y en a pas encore, d'une situation curative où j'arrive sur un site, j'ai déjà des déjections de rongeurs et une activité de rongeurs. Et en fait, la réglementation, finalement, quand on l'analyse un petit peu en détail, elle n'est pas si déconnante que ça parce que c'est quoi l'intérêt d'utiliser des anticoagulants en cas d'absence de rongeurs, en ne sachant même pas si un jour il y en aura, d'une situation dans laquelle les anticoagulants sont d'un grand secours. Moi, je reste fervent des anticoagulants bien utilisés. Hein. Attention, bien Mmh. utilisés, ça veut dire au préalable d'avoir caractérisé également la population de rongeurs à laquelle on s'attaque, parce qu'on sait très bien, et j'y reviendrai tout à l'heure, qu'on a des molécules qui génèrent, en tout cas qui ne passent plus en termes d'efficacité parce qu'on a de la résistance sur les rongeurs. J'y reviendrai un petit peu tout à l'heure sur ce point-là. Aujourd'hui, c'est quoi? En fait, c'est clairement une réglementation qui pointe du doigt le fait qu'on n'est plus des poseurs d'appât, mais qu'on est des gestionnaires du risque. En fait, et avant de gérer un risque, on essaie de caractériser le risque. Il est existant ou il n'est pas existant? Et s'il n'est pas existant, qu'est-ce que je peux mettre en place pour être sûr que j'identifie le moindre signal qui me dit que j'ai un début de risque. C'est-à-dire un rongeur qui s'invite qui arrive avec une palette, une souris qui arrive avec une palette, un rat noir qui arrive avec une benne de céréales. Et donc cette réglementation, elle nous pousse à faire notre travail de pest manager. C'est-à-dire, je vais mettre des outils en place. Je sais que j'ai pas de rongeurs. Je sais que potentiellement mon client n'a jamais été embêté par des rongeurs, mais je vais quand même mettre des outils en place. Je vais faire mon travail de pest manager ces outils plus ou moins connectés vont m'amener de l'information de manière à ce que je sache quand je bascule de mon statut préventif à mon statut curatif, où là, il faut que j'intervienne et où là, il ne faut pas avoir peur des mots. Je pense que les produits biocides ont tout leur intérêt, que ce soit les anticoagulants ou une méthode complémentaire comme le cholécalciférol. Je pense que là, cette méthode-là, elle permet de contourner la résistance sur des populations fortement résistantes. Et où là, effectivement, on voit bien ce que disait Vincent tout à l'heure, la boîte à outils, elle a tout son intérêt. Mais la réglementation, il ne faut pas la voir que négativement. Elle nous a également permis de distinguer des situations dans lesquelles il n'y a pas de rationnel d'utiliser des matières actives sans preuve qu'on a des rongeurs qui sont en place, quoi. Donc c'est juste qu'il faut qu'on adapte nos stratégies, de dire, historiquement, on utilisait des appâts en intérieur, en extérieur, tout temps et tout lieu et toute l'année. Aujourd'hui, c'est de dire, je mets en place des outils de diagnostic qui vont me permettre de savoir quand est-ce que j'ai des rongeurs et le jour où j'en ai, d'en estimer la densité. Et si la densité est de nature à pouvoir provoquer une infestation sur le site, dans ce cas-là, j'interviens rapidement avec des anticoagulants ou avec du cholécalciférol. Et je crois que c'est important. Et alors, dans cette stratégie de monitoring, on a quoi? On a les pièges, les caméras, les placebos, on a toutes sortes de choses l'observation également des collaborateurs ou des salariés qui sont sur le site et auprès de qui on fait quelques questionnaires un peu rapides en disant est-ce que vous voyez des rongeurs, vous n'en voyez pas. Et donc souvent ça c'est de nature à pouvoir vous orienter. Et je vous rappelle aujourd'hui que la réglementation vous dit que à partir du moment où vous utilisez des produits toxiques, vous devez avoir tracé la présence de rongeurs par des photos, ou en tout cas, vous devez avoir signalé la présence de rongeurs dans vos rapports de visite, de manière à être autorisé à utiliser des produits biocides. Et ça, vous devez savoir que dans les pays européens où le permanent métier est autorisé, chaque action doit être justifiée, comme dit Romain. Donc, vous devez justifier chaque méthode et chaque approche technique. Voilà. Si je peux rajouter un truc par rapport au piégeage connecté. Le piégeage connecté, franchement, est un très bel outil, on va pas se mentir. Ça te permet de te donner une alerte sur l'instant T s'il y a une capture ou une présence, hein. Ça va principalement détecter du mouvement ou autre. Mais j'ai un petit problème avec ça. J'en ai beaucoup qui me disent, le piégeage connecté me permet de ne pas aller dans cette zone pour vérifier s'il y a présence du rongeur. Faut être d'accord sur quelque chose. Un rongeur n'est pas obligé de passer par ton poste.
Donc, ça n'enlèvera pas ton travail d'investigation quand tu viens vérifier un site. Mais c'est un très beau complément pour t'alerter d'une présence sur l'instant T. Voilà pourquoi j'aime bien le connecter. Alors, il y a pas mal de questions qui fusent. Il y avait une question qui disait, alors ouais, Marvin, tu as raison, que faire en cas de fantin? Ah non, tu as raison en disant qu'il faut ramasser les cadavres. Alors les cadavres, on les ramasse également parce que les anticoagulants ont une tendance à se stocker dans les cadavres. Et si toutefois ce cadavre il est consommé par une espèce non cible, un renard, un sanglier et autres, ces anticoagulants vont être transférés de manière intégrale dans le prédateur. Et si ce prédateur ne consomme pas un rongeur, mais en consomme plusieurs, eh bien, il va potentiellement atteindre la dose qui va devenir sa dose létale, hein, donc sa dose mortelle, et à ce titre-là, en succomber. Alors, effectivement, en intérieur, on a peu de prédateurs, mais dès que vous allez en extérieur sur mulot campagnol, vous avez toute une chaîne alimentaire qui est établie. Et donc, l'idée, c'est de ne pas mettre des molécules qui se bioaccumulent dans la chaîne alimentaire, comme les anticoagulants, en extérieur, dans la mesure où vous avez identifié qu'il y avait une chaîne alimentaire, vous êtes sur un site agro qui est en pleine campagne, ou un site pharma, ou un client qui est en élevage. Bah, l'intérêt, c'est, oui, les anticoagulants ont toute leur valeur en intérieur autour des bâtiments, de manière à limiter les rongeurs et à réguler la population. Maintenant, à 150 mètres du bâtiment, ce n'est plus les mêmes rongeurs. Donc l'intérêt des anticoagulants, il est un peu moins justifié. Il y avait une autre question, que faire en cas de forte infestation, une forte concurrence alimentaire quand on a des ravins qui ne rentrent pas dans les postes? Il y a plusieurs possibilités. Alors attention, le racumin, là il y a le racumin qui est sorti. Attention, lisez bien les étiquettes, le racumin il n'est pas utilisable partout. Il est utilisable dans des zones qui ne sont pas accessibles à l'homme. Donc effectivement, sur les passages de câbles, sur des endroits qui sont peu accessibles aux autres espèces, le racumin est utilisable, mais il ne peut pas être utilisé partout et en particulier pas en extérieur. Maintenant, vous avez un certain nombre d'appâts et vous regarderez les étiquettes et vous demanderez à vos distributeurs. Vous avez un certain nombre d'appâts qui sont utilisables en extérieur et en terrier. Donc ça peut être intéressant aussi. Pourquoi c'est intéressant en terrier? Si vous utilisez des appâts en terrier, lisez bien les étiquettes parce qu'il faut que l'appât ait une homologation terrier, donc une autorisation d'être utilisé en terrier. Pourquoi ça peut être intéressant? Parce que c'est une zone de faible concurrence alimentaire. Donc les rongeurs, ils sont plus faciles à tromper dans leur zone de terrier que dans la zone dans laquelle vous rentrez en concurrence alimentaire directe avec ce qu'ils consomment. Et je rajoute, et puis après je vous laisse la parole, justifier auprès de qui le fait de switcher de placebo, par exemple, à pas toxique, le justifier dans vos rapports de visite. Parce qu'aujourd'hui, il y a les DREAL notamment, donc les services de l'État qui contrôlent les distributeurs et qui contrôlent des sites, notamment des sites agro, des sites pharma. Si potentiellement vous avez pris la décision un jour de passer d'un placebo, d'un piège, à un appât toxique, il va falloir que vous apportiez la preuve que vous aviez une présence de rongeur. En absence de preuve, et puis pour pouvoir le vivre de manière judiciaire régulièrement, puisque j'ai la chance d'exercer cette fonction-là, et bien quand on n'a pas de preuves, il n'y a pas d'autorisation d'utiliser des produits toxiques. Donc faites attention, si vous switchez sur des appâts toxiques, motivez bien pourquoi vous avez switché sur des appâts toxiques dans vos rapports de visite. Je vous rappelle une chose, les écrits restent et les paroles s'envolent. Donc, et ça, c'est encore renforcé par la démarche CEPA, l'agrément CEPA au niveau européen. Si vous prenez la décision de passer en appât toxique, il faut que vous ayez des éléments d'identification de ces rongeurs dans votre rapport de visite dans lequel vous spécifiez que vous passez en appât toxique. Sans la preuve de présence de rongeurs, eh bien, ce passage en appât toxique n'est pas motivé et donc il est nul et non avenu. Donc faites attention à ça. Aujourd'hui, les services de l'État contrôlent de plus en plus. Je vais sauter sur la remarque de Romain par rapport à une question qu'on avait eue, donc savoir si l'appâtage en terrier était autorisé et sous quelles conditions. Je vous rappelle que sur les actes d'autorisation que vous pouvez retrouver anciennement sur Simbat, maintenant sur Biocide, vous avez la première partie qui est l'acte d'autorisation général avec les dates de validation. Mais chaque produit est lié à une SPC, donc caractéristiques spécifiques des produits, où vous avez tous les usages qui sont autorisés. Et dans ces usages-là, vous devez vérifier que l'utilisation en terrier est autorisée, bien évidemment. Après, quand c'est autorisé par l'acte d'autorisation, dans l'utilisation, vous devez aussi faire attention, de reboucher les trous
après avoir appliqué les produits dans les terriers. 2, donc soit, et c'est marqué sur les SPC, soit les reboucher, soit mettre un caillou ou vraiment obstruer l'accès, soit, et vous devez également, pendant toute la campagne, retirer tous les cadavres de rongeurs qui seraient potentiellement sortis de ces terriers pour éviter justement les intoxications secondaires. Donc voilà. Donc c'est important. Il y a de nombreux produits qui sont autorisés dans l'abattage terrier. Si vous voulez vérifier, mais vous allez sur le site de l'ANSES, Biocide, et vous allez avoir le Je détail l'ai mis dedans. dans le chat. Voilà, merci, super. Et alors, du coup, on avait une autre question qui arrive dessus sur la résistance des anticoagulants de dernière génération. Donc, on nous avait posé la question de savoir s'il y avait des résistances constatées sur les anticoagulants de dernière génération. Donc, sur les deuxièmes, je pense que deuxième génération, bas impact, on est tous au courant qu'il y a des résistances avérées sur difénacoum et bromadiolone. D'ailleurs, dans toutes les analyses qu'on a faites sur Isidiag rongeur, on s'est rendu compte que souvent, il y a une résistance en bromadiolone et en difénacoum, et qui peut expliquer parfois les phénomènes d'échec sur les sites industriels quand on n'utilise que ces substances actives-là. Maintenant, Romain, on sait probablement plus sur les secondes générations à haut impact, comme difétialone, brodifacoum et flocomafène. Ouais, alors en fait, c'est pas tellement la molécule qui pose la difficulté, c'est le professionnel qui se pose pas de questions en fait. Et donc, si je prends l'exemple de Paris, ça fait maintenant une quinzaine d'années que la ville de Paris utilise de la bromadiolone, et donc on a un niveau de résistance qui est entre 30 et 35% de rongeurs résistants à Paris. C'est quoi la problématique? En fait, la problématique, c'est de se dire, j'ai un phénomène qui évolue, j'ai l'impression que mes appâts sont de moins en moins efficaces. Déjà, ça peut rester qu'une impression, mais je continue comme si de rien n'était. En fait, si par contre, je me dis, ouais, j'ai peut-être une suspicion, j'ai l'impression d'utiliser de la bromadiolone ou du difénacoum et que ça fonctionne de moins en moins, et que dans ma réflexion, j'intègre par exemple une difétialone, puisque vous avez 3 molécules pour lesquelles aujourd'hui, en tout cas 2 molécules pour lesquelles aujourd'hui on n'a pas de résistance avérée, la difétialone. J'ai vu nos amis de l'IFATEC qui sont parmi nous, que je salue ce soir. Donc la difétialone et le flocomafène, qui n'ont jamais fait l'objet d'une seule publication et d'aucune suspicion de résistance sur le terrain. Donc ça, c'est important. Donc j'introduis une de ces 2 molécules. Le brodifacoum, aujourd'hui, même si ce n'est pas avéré, on a quand même des suspicions, notamment sur souris, avec une mutation qui s'appelle L128S, qu'on trouve de plus en plus régulièrement sur stockage de céréales notamment. Je ne peux pas dire que ce soit une vérité. Ce n'est pas une vérité, on a des suspicions aujourd'hui. Donc en fait, c'est de se dire, des anticoagulants, je vous la fais rapidement, il y a 8 molécules, il y a 3 familles chimiques, 8 molécules. Première génération, coumafène, chlorofascinone et coumatétralyl, qui sont des vieilles molécules pour lesquelles on a régulièrement de la résistance parce que ça fait très longtemps, à la fois qu'on les utilise et à la fois qu'on ne s'est pas posé de questions. Ensuite, j'ai ma deuxième génération. Ma deuxième génération, elle commence par bromadiolone difénacoum. Bromadiolone, difénacoum, qui sont des molécules un petit peu moins vieilles, mais qui sont quand même plus vieilles que mes 3 molécules de fin de seconde génération, que sont difétialone, flocomafène, brodifacoum. Donc en fait, tout va se jouer aujourd'hui entre mon utilisation basique de bromadiolone, difénacoum, et en cas de suspicion, j'ai recours à une fin de seconde génération. Ce n'est pas une 3e génération, attention, c'est une fin de seconde génération, parmi les 3 molécules pour lesquelles on n'a jamais rapporté de cas de résistance, uniquement des suspicions sur le brodifacoum, avec difétialone, flocomafène et brodifacoum. Donc en fait, ce qui est important, c'est l'alternance. Si on n'en fait pas d'alternance, et notamment, j'étais sur un site il n'y a pas très longtemps où ça fait maintenant 5-6 ans qu'on utilise du difénacoum, et on a 70% des souris qui sont résistantes. Voilà. Vous mettez un coup de difétialone, puisqu'on a fait l'expérience, et en fait, vous n'avez plus de résistance, vous mettez la population de souris par terre. Donc ce qui est important, c'est de conserver votre rapport d'étonnement intact. Et puis si vous avez des suspicions, aujourd'hui on a des outils, on a développé un diagnostic sur les déjections qui est il est basé sur la génétique, donc c'est les mêmes outils qui sont utilisés par la police scientifique pour trouver les meurtriers. On exploite les déjections et on est capable de vous dire, avec un certain délai, si les rongeurs sont résistants ou pas, et si oui, à quoi. Donc ça vous oriente dans le diagnostic. Donc c'est aussi plein d'outils qu'on essaie de développer pour crédibiliser votre métier. Malheureusement, on n'arrivera pas à enfoncer que des portes qui veulent rester fermées. Donc ça veut dire que si les gens ne veulent pas se poser de questions, ils n'auront pas de réponse.
Et donc, en fait, aujourd'hui, la résistance, c'est un fait réel en France, mais on a des solutions. On a des solutions au sein même des anticoagulants. Ça ne sert à rien de dire on n'a rien d'autre que les anticoagulants, donc on a de la résistance. Ça, c'est un petit peu la posture des autorités aujourd'hui. Oui, mais les fins de seconde génération fonctionnent très bien sur des individus résistants. Néanmoins, les fins de seconde génération sont également les molécules les plus toxiques, donc à utiliser dans un contexte professionnel. Voilà. Et puis après, vous avez le cholécalciférol également, pour lequel on ne connaît pas de résistance aujourd'hui, qui peut être un outil complémentaire en cas de gestion et de suspicion de résistance sur le site. Donc voilà. Et puis il y avait une autre question de Fanny qui disait est-ce qu'il faut retirer les postes également chez les particuliers après 35 jours? La période de 35 jours, ce n'est pas forcément le poste, c'est si tu avais des apatoxiques pendant une durée de 35 jours, au bout de laquelle tu constates une disparition des rongeurs, tu motives cette disparition de rongeurs dans ton rapport de visite, et dans quel cas, soit tu retires tes postes, soit tu laisses tes postes et tu re-switches en placebo ou avec des pièges ou avec des caméras sur ton site. C'est juste l'utilisation des apatoxiques qui est contrainte dans une période de 35 jours, au bout de laquelle tu es obligé de faire une visite sur ton site. Et à la suite de cette visite sur son site, tu peux très bien décider de repartir pour 35 jours de tox parce que tu as encore des rongeurs. Avec la question sous-jacente qui est de dire, mais finalement, si j'ai encore des rongeurs, est-ce qu'ils sont résistants ou pas? Et donc, est-ce que je change la molécule contenue dans mon APA ou pas? Avec la mécanique intellectuelle qu'on vient de décrire, début de seconde génération, fin de seconde génération, et si je fais une alternance entre les deux, j'ai toute chance de faire disparaître le phénomène de résistance. Alors, par rapport à la réglementation, mais vous le trouvez simplement sur la SPC. Donc, quand vous allez sur les actes d'autorisation des raticides, vous avez la deuxième partie de l'acte d'autorisation où vous avez tous les usages qui sont autorisés. Et comme dit Romain, la phrase exacte, c'est s'il n'y a pas d'amélioration après 35 jours et qu'il semble suspecter des résistances, à ce moment-là, on doit changer. Mais sur toutes les AMM, vous aurez des SPC qui sont intégrés dedans. Voilà. Alors, au niveau des autres questions, on avait une question également sur le cholécalciférol. Donc, la question était la suivante. Le cholécalciférol est-il un bon choix d'appât alors qu'aucun antidote existe? Marvin? Oui, franchement, ça peut être bien, mais moi, le cholécalciférol, dans quel cas je le mettrai en place? Déjà, il est homologué pour les terriers, donc c'est plutôt pas mal pour l'harmonique, celle c'est Lontra. Et autre chose, tu as l'effet coupe-fin. Donc, c'est plutôt sur des sites qui présentent des denrées où je l'utiliserai plus que de l'utiliser sur n'importe quel site. Voilà dans quel cas je pourrais utiliser le cholécalciférol. N'oubliez pas aussi que le cholécalciférol a un gros avantage, c'est que effectivement, il y a la problématique d'intoxication primaire, mais majoritairement, les intoxications primaires, c'est une problématique d'utilisation, hein, et c'est pas une problématique produit. Par contre, il a un avantage, c'est qu'il y a un faible risque sur l'intoxication secondaire, et là, vous avez quelque chose quand même d'intéressant avec le cholécalciférol. Si vous utilisez correctement les outils qui sont bien fixés dans les APA, que les APA sont bien positionnés, bien fixés, qui sont résistants, qu'on ne met pas ça quand il y a un risque d'avoir des animaux qui viennent du coup jouer avec, mais effectivement, le risque secondaire est beaucoup plus faible. Et donc là, vous avez un risque amoindri. Donc, comme d'habitude, c'est une question de boîte à outils et d'utilisation correcte de produits. Ouais, un tout petit rappel, un tox primaire, un tox secondaire, je ne sais pas si tout le monde fait vraiment la distinction. Une intoxication primaire, c'est quoi? C'est je consomme de l'APA, j'ai consommé une dose suffisamment importante de produits toxiques pour succomber à ma consommation. Donc je meurs. Suivant un truc qui s'appelle la DL50, la dose létale 50. Et puis finalement, je suis mort, je suis un rongeur, et puis je me fais manger par un renard. Et j'avais dans mon organisme stocké suffisamment de matière active, des natures à tuer le renard. Le renard qui n'a consommé le rongeur n'a pas consommé directement d'appât. Dans ce cadre-là, on qualifie que le renard est mort d'une intoxication non pas directe, mais indirecte, mais qu'on appelle également une intoxication secondaire, puisqu'il n'a pas été exposé à l'appât directement, mais simplement un cadavre de rongeur qui avait lui-même accumulé une dose létale d'appât. Donc l'intérêt, je dirais, il ne faut pas se tromper de débat. Il ne faut pas demander à des molécules d'être intelligentes. Une molécule, ce n'est pas intelligent. C'est vous qui devez être intelligent à la place de la molécule. Une molécule, elle est intelligente si vous l'utilisez bien, et elle devient un tout petit peu bête et de nature à intoxiquer toutes les bestioles si c'est mal utilisé. Donc en fait, en premier ressort, c'est à vous de bien utiliser les produits. Donc cholécalciférol ou anticoagulant, en fait, c'est vraiment vos conditions d'utilisation qui en feront un produit sûr et efficace
ou bien une possibilité, j'ai connu des fermes dans lesquelles on mettait des grains anticoagulants au sol consommés par des poules. Bon, bah là, l'anticoagulant, lui, il arrive dans un organisme à sang chaud qui coagule avec de la vitamine K. Il agit en fait, donc il agit bien sur votre rat si vous le cantonnez à agir sur les rats, puis potentiellement il va agir sur les poules et sur d'autres espèces si vous l'avez mal positionné. Donc en fait, c'est vraiment l'emploi qui fait le poison. C'est pas, faut pas demander à un anticoagulant ou à du cholécalciférol d'être intelligent, ça ne sait pas. Mais par contre, notre métier, c'est de comprendre les endroits dans lesquels on peut les utiliser de manière sécurisée, dans des boîtes d'appâtage ou dans des stations d'appâtage, de manière à ce qu'on puisse être efficace sur la cible et inoffensif sur les bestioles qui n'ont pas lieu d'être détruites. Alors, il y a une question de Philippe, avez-vous beaucoup d'empoisonnements secondaires avérés? Alors, on doit dire aujourd'hui, il y a deux choses, Philippe. C'est une très bonne question. Moi, j'avais fait une étude en 2014 avec le professeur Philippe Berny, où on avait essayé de recenser tous ces cas-là. Principal point d'intoxication primaire et secondaire, c'est les chiens. C'est les chiens intoxiqués par les particuliers. Pourquoi? Parce que les particuliers, ils vont acheter des raticides à la grande surface du coin ou chez le libre service agricole du coin, ils stockent ça dans le garage. En même temps, il y a le chien qui va dans le garage, il trouve le paquet, il bouffe. Et puis, il ne faut pas croire que les répulsifs qui sont à l'intérieur, en tout cas l'amérisant qui est à l'intérieur, ne fonctionnent pas sur les animaux domestiques. Donc, ça ne fonctionne pas. Et donc, si le chien il tombe sur 1 kg de raticide, il va manger 1 kg de raticide. C'est la faute à qui, comme on dirait? C'est certainement pas la faute de la molécule, c'est la faute de celui qui l'a acheté, qui l'a mal disposé dans les étagères. Deuxième source d'intoxication qu'on connaissait, c'était effectivement les utilisations plein champ d'anticoagulants dans le cadre de la lutte contre les campagnols. Cette utilisation est désormais terminée, à part à titre dérogatoire dans quelques endroits en France, mais globalement terminée. Et globalement, on peut dire aujourd'hui que les anticoagulants ne tuent aucun humain en France, c'est clair. Et puis, ce n'est pas notre métier de professionnel de la 3D qui tue des animaux de manière prépondérante, primairement ou secondairement. Voilà. Donc, globalement, les raticides, historiquement, tuaient beaucoup plus parce que mal stockés par des particuliers que bien utilisés par des professionnels. Alors, Célontra, effectivement, il n'a pas d'AMM Terrier, contrairement à l'Harmonix Past. Par contre, il y a une homologation qui vient d'être étendue sur mulot campagnol, en poste d'appâtage. Tout à fait. Alors, on avait une autre question également. Donc, c'était une question d'Emmanuel, du coup, qui nous parlait d'une problématique de ferme, justement, avec une concurrence alimentaire avérée, où il était très difficile de faire accepter les appâts conventionnels qu'il avait utilisés. Et en plus, sur ce site, il y avait une présence cumulée de rats noirs et de surmulots, donc le rat brun, et avec du coup des passages différents au niveau du même site. Marvin, je ne sais pas si tu veux que je le fasse? Je dis quoi? Non, vas-y, fais-le. En même temps, je réponds un peu aux questions là. Pas de souci. Donc, au niveau des fermes, il faut savoir que la grosse problématique dans les fermes, c'est vraiment la concurrence alimentaire. Donc, déjà, il faut scinder cette histoire et essayer de limiter l'accès entre la zone de nidification et la concurrence alimentaire. Puis, on va scinder la problématique rat noir, rat brun. Les rats bruns, principalement, ils font des terriers, même si ce n'est pas leur intention primaire, ils peuvent également aller en hauteur, mais principalement, vous allez avoir les terriers dans les sols. Donc, l'attaque dans les terriers contre les rats bruns, c'est une chose qui est hyper importante et intéressante dans ce cadre-là, parce que du coup, vous donnez accès à une nourriture entre leur zone de nidification et la zone alimentaire standard où ils auraient l'habitude d'aller. Donc, vous bouchez bien évidemment les trous. Ça permet également d'avoir une quantification et vous allez contrôler que vous avez de moins en moins de terriers qui sont créés par les rats bruns. À côté de ça, dans une ferme, c'est compliqué, mais dans un cas général, il faut aussi essayer de limiter l'accès par l'étanchéité. Si ce n'est pas réalisable, vous pouvez mettre des appâts dans les zones bien spécifiques. Si vous avez une ouverture de porte où vous avez chaque fois le bord qui est rongé, n'hésitez pas à mettre une tapette à cet endroit-là. Le rongeur qui voudra passer, qui a l'habitude de passer, il se fera évidemment attraper. Je prends la problématique de l'autre côté du rat noir. Donc, le rat noir, c'est principalement le rat des greniers, qu'on va avoir principalement en hauteur, qui est beaucoup plus craintif. Donc, vous savez que ce rat noir est très difficile à faire accepter des appâts. Donc là, vous allez jouer plutôt sur des appâts 3 céréales ou plutôt sur des appâts
pâtes, ou même vous avez maintenant des liquides à base d'anticoagulants, parce qu'en fait, le rat noir a un besoin en eau fraîche. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel vous pouvez jouer. Attention que le rat noir, on ne met pas d'appât sur son passage, on met des appâts à proximité de ses voies de passage. Si c'est trop sur son passage et qu'il est gêné, il va avoir tendance également à refuser, voire uriner sur l'appât. Et donc, vous allez avoir une problématique complémentaire. Et dans les zones, les voies de passage de descente du rat noir vers les zones alimentaires, n'hésitez pas à mettre des tapettes de nouveau. C'est un outil complémentaire dans ce cadre-là qui est hyper justifié. Donc, vous allez avoir, par exemple, le long d'un IP, vous allez mettre justement des tapettes et que sur son chemin, vous avez des systèmes de capture à piston. Je pense par exemple au Goût de Nature ou Camaro qui fonctionnent assez bien, où vous allez mettre système de tapettes que sur son passage, il va arriver, il va vouloir prendre son chemin habituel et là, il va se faire dézinguer de manière mécanique sur son passage. Donc, si vous avez une problématique comme ça complexe, n'hésitez pas de nouveau à prendre du recul et essayer d'avoir toutes les méthodes et de les mettre toutes ensemble. Voilà. Et s'il vous plaît, n'essayez pas d'utiliser du placebo ou autre quand vous avez des denrées sur site. Utilisez ce que va aimer le rongeur et conditionnez cette nourriture avec votre client. Mais utilisez la nourriture qu'il apprécie. C'est comme ça que tu vas vraiment le choper. Pas forcément utiliser un placebo parce que tu as du placebo dans ton véhicule. Utilise les denrées qu'il apprécie et parle à ton client pour essayer de vraiment conditionner toute cette source de nourriture pour que lui aille vraiment vers tes solutions de capture. Et ce sera la chose la plus simple à faire pour avoir le rongeur. Tout à fait. Non, non, tout à fait. Ouais, ça c'est d'autant plus vrai, Marvin, tu as raison sur les souris. Souvent, on a plutôt tendance à écouter l'image d'Épinal de la souris qui mange du gruyère ou du beurre de cacahuète en héritage à nos amis américains. Bon, clairement, observer ce que les souris consomment sur place, c'est du chocolat, des miel pops et autres, et puis piéger avec. Et donc, c'est une garantie aussi de pouvoir avoir du résultat, puisqu'elle sait déjà ce qu'elle mange. Donc, si vous êtes fin piégeur, il y a toute chance que vous puissiez prendre des souris. Piège monocapture ou piège multicapture. Aujourd'hui, on commence à avoir une polémique assez enflante sur les pièges à glu, hein, comme vous le savez. Combien de temps ça va tenir encore pour des questions de souffrance animale, on ne sait pas. Ça a été interdit en Angleterre. Il y a beaucoup de pays où la question se pose. Bon, clairement, ça signifie effectivement que il faut que notre profession monte en compétence aussi sur le piégeage. Hein, c'est ce qu'on développe chez Zipest. Hein. Quand vous participez au Certi Rongeur, on parle de ce piégeage, hein, des différentes astuces pour pouvoir piéger en fonction des différents pièges. Donc, n'hésitez pas. On y adjoint aussi potentiellement une deuxième journée pratique hein, avec l'utilisation du matériel. Donc ça, c'est important. Aujourd'hui, on part du principe qu'un professionnel bien formé, il a aujourd'hui assez d'outils pour s'en sortir. Pour peu qu'on réussisse à prendre de la distance par rapport à cette problématique de rongeur et qu'on arrive à comprendre comment ils vivent, comment ils sont sur le site, comment ils se déplacent, qu'est-ce qu'ils consomment. Et puis, en fonction de ça, on fait notre taf pour essayer de les coincer à l'endroit où ils sont plus fragiles. Hein. Alors, c'est pas évident. Tout à l'heure, c'est vrai, vous disiez, on peut avoir coexistence d'une population de rats bruns et une population de rats noirs. Génétiquement, ils ne se croisent pas. Hein, on ne retrouve pas d'hybride, en tout cas sur le terrain. Nous, avec les tests génétiques, on a fait déjà entre 3500 et 4000 tests en France. Et donc, jamais n'est ressorti un hybride de rat brun et de rat noir, sinon génétiquement, on l'aurait trouvé. Donc oui, pratiquement, enfin théoriquement, ça peut arriver. Pratiquement, ça n'arrive pas par territorialité du rat brun. Et donc effectivement, on peut avoir coexistence des deux populations, mais on les traite de manière indépendante parce qu'elles ne vivent pas, de toute façon pas au même endroit. Donc, c'est une vraie stratégie. On est des trappeurs, hein, globalement. C'est pour ça que notre profession est très bien vue, notamment aux États-Unis, parce que en fait, notre profession aux États-Unis vient effectivement du monde du trap, hein, donc au Canada aussi, du monde du piégeage. Et donc, oui, les produits chimiques sont un outil comme les autres, mais avec une vraie finesse du piégeage qu'il faut qu'on acquiert nous en France, hein, ça c'est sûr. La question de Négib, moi, je peux pas y répondre. J'ai pas le savoir pour ça. Qui veut ouvrir une boutique de vente de produits pour les particuliers. Il demande quelle formation ou certificat il a besoin. Alors, si tu vends effectivement des produits aux particuliers, normalement, il n'y a pas, à part effectivement la déclaration de ta boutique au ministère de l'Environnement, il n'y a logiquement pas besoin du certibiocide, puisque le certibiocide, il est nécessaire pour
la vente et la distribution et l'achat de produits biocides professionnels. Maintenant, je te conseille quand même d'avoir le certi biocide parce que c'est crédibilisant dans ta démarche. Certi biocide est un minimum de formation technique sur les rongeurs et les insectes si tu veux pouvoir bien conseiller tes clients, parce que sinon tu vas finir comme le vendeur de godage chez Decathlon qui ne fait pas de sport et à conseiller des sportifs. Donc globalement, moi je te conseille de faire à minima un certi biocide, un certi rongeur et un certi insecte, quoi, hein, donc soit blatte, fourmi et autres, pour avoir de la crédibilité, pouvoir conseiller tes clients. Sinon c'est un non-professionnel qui va vendre à des non-professionnels. Donc en face de ça, tu as toujours de la déception, ça c'est sûr. Hein, vous voyez bien que quand vous allez dans la grande distribution et vous demandez un conseil technique, bah, globalement, il y a tellement de produits sur lesquels il faut conseiller techniquement que les gens ils n'ont aucune formation et donc bah, potentiellement c'est du vent. Donc si tu veux avoir un peu de crédibilité, moi je te propose de te former, ouais, ça c'est important. Ouais, tout à Alors, fait. il y avait une problématique de Cédric Cabrol. Mais ouais, comment gérer un site subissant des infestations chroniques, voisinage ou autres, ou les clients qui veulent rien faire, littéralement. Surtout quand le problème n'est pas technique mais commercial. Mon frère, sans scrupule, à mon avis, il va au moins cher et lui, il met toujours des boîtes pour mettre des boîtes. La seule solution, Cédric, honnêtement, pour un recul que j'ai au niveau du terrain, c'est d'expliquer ta démarche, d'expliquer comment tu fonctionnes et d'expliquer pourquoi les techniques subissent ce site depuis tant d'années ou tant de mois ou autres, et où au final, tu as toujours du rongeur. Il faut se poser la question de pourquoi ça ne fonctionne pas jusqu'à aujourd'hui. Et donc d'essayer de faire une sensibilisation vis-à-vis de ce client. C'est très difficile, mais envoie-lui vraiment ça dans le visage que si aujourd'hui tu as toujours des infestations de rongeurs, toutes les techniques qu'ont subi ton site n'ont jamais été efficaces. Donc peut-être que la tienne, tu auras une meilleure approche pour limiter tous ces dégâts qu'il subit au fur et à mesure du temps. C'est facile à dire, mais très compliqué à faire. Non, c'est clair. Il y avait une question d'Hélène aussi sur quid demain du certi biocide nécessaire pour vendre des produits biocides amateurs à des particuliers. Bah oui, après c'était une des préfigurations des Galim. Aujourd'hui, c'est toujours pas le cas. Donc on part du principe que ça n'existe pas encore aujourd'hui, même si c'est quelque chose pour lequel on milite. Quand on voit la rapidité à laquelle sont retirés les produits du marché amateur, hein, le premier retrait était la loi Labbé, qui a interdit de vendre des produits phytosanitaires de synthèse, notamment le glyphosate aux particuliers pour son désherbage. On imagine qu'à un moment, la restriction pour les particuliers d'utiliser des produits biocides arrivera et on laissera que des produits d'origine naturelle, style géraniol, barrière à insectes ou des pièges, sans forcément avoir accès à des molécules de synthèse comme les anticoagulants et autres, alors qu'il a été montré clairement hein, que ces molécules accessibles aux particuliers sont nécessaires, y compris pour des questions de pouvoir d'achat, parce que en fait, tous les particuliers n'ont pas forcément les moyens de faire intervenir un professionnel pour faire une dératisation ou des insectisations punaises de lit dans leur chambre. Donc, quelque part, l'accès en première intention à ces produits, même si c'est très discutable et critiquable, l'accès à ces produits en première intention, c'est un sujet de pouvoir d'achat également. Donc c'est controversé, mais pour l'instant, il n'existe rien. Donc ces molécules restent à disposition du particulier avec des quantités accessibles aux particuliers qui n'ont rien à voir avec vous. Hein. Vous, c'est 5 kg et plus, hein, les professionnels. Vous avez accès à des grandes quantités non restreintes d'anticoagulants parce que vous êtes des professionnels. Donc c'est pareil, hein, le revers de la médaille, c'est de se dire vous devez être formé pour les utiliser. Hein, ça, c'est important. Et souvent, le certibiocide, quand on voit les conditions dans lesquelles sont faits les certibiocides en France par certains centres de formation quand même, certains centres de formation mélangent un peu les rôles entre de la distribution, des prestataires qui deviennent formateurs. Bon, voilà, ça c'est ça c'est la garantie d'une non-indépendance et donc c'est la garantie d'une information pas objective, quoi. Donc oui, formez-vous. Formez-vous pour vous poser des questions et pour être autonome sur le terrain. Et Marvin le disait, expliquez ce que vous faites, c'est hyper important. Vous avez aussi la possibilité aujourd'hui de rentrer dans une démarche qui s'appelle le CEPA. C'est important, c'est crédibilisant pour vous, hein, tous les labels que vous allez pouvoir avoir. Alors nous, on en développe, hein, les Certi, on développe des labels chez nous qui commencent à être connus. Le Certi Punaise est maintenant très connu par les grandes chaînes hôtelières en France. C'est une marque qui appartient à EasyPest. Donc on essaie de développer des labels pour crédibiliser notre métier, mais le problème, c'est qu'on ne peut pas empêcher tout le monde d'avoir accès à nos formations.
Donc, mais ça évolue dans le bon sens. Voilà, ça évolue dans le bon sens. C'est un marché qui est dynamique. On sent bien que les professionnels aujourd'hui sont dynamiques. Et on va quand même plutôt dans le bon sens, quoi. Voilà. Et après, pour compléter, Romain, dans ce que tu disais, quand tu prends la Hollande et l'Allemagne, il y a déjà plus d'accès à l'amateur sur les anticoagulants et il n'y a pas eu de grosses catastrophes sur les situations locales, hein. Donc voilà, je pense que de nouveau, c'est une méthode, c'est une approche, c'est un changement. On a toujours peur du changement. Je pense qu'il y a moyen de faire des choses et de laisser les professionnels plutôt gérer ce genre de problématiques. Voilà. Alors, on avait une autre question qu'on avait reçue, du coup. Par rapport du coup à une problématique de lutte contre le Loir. Donc, il faut savoir que le Loir, il n'existe aucun produit, vous allez trouver aucun produit de base de biocide qui va être autorisé contre la lutte contre le Loir. Donc, le Loir va plutôt tomber sur la réglementation du piégeage. Donc, il faut être piégeur agréé et piéger le Loir pour vous en débarrasser. Ouais. Alors attention, le Loir, c'est un peu particulier. C'est une espèce qui a un statut quasi protégé au niveau européen, avec une non-transposition de la directive européenne en droit français. Donc ça signifie qu'en France, c'est une espèce sans statut. Les espèces sans statut en France sont piégeables. Donc vous pouvez tout à fait piéger un Loir avec une plaque de glu ou avec une nasse pour le relâcher. Vous avez interdiction de le tuer avec des produits chimiques. Parce que effectivement, il est sans statut, donc il n'est plus inscrit au règlement sanitaire départemental, il n'est pas inscrit comme les espèces susceptibles d'occasionner des dégâts, qu'on appelle les ésodes. Donc en fait, il y a un vide juridique autour du Loir, pour lequel il y a un piégeage qui est possible, mais pas de destruction par produits chimiques. Donc c'est la raison pour laquelle vous avez vu disparaître sur les produits anticoagulants les claims, qu'on appelle en tout cas les revendications d'espèces aujourd'hui, les anticoagulants. On a deux types de revendications, les animaux, les commensaux, hein, donc rat brun, rat noir, souris, et puis dans et autour des bâtiments. Donc ça, on peut aussi avoir des allégations sur mulots sylvestres et campagnols des champs. Voilà globalement les 5 espèces sur lesquelles on peut avoir des AMM anticoagulants. Il y avait une question ici, j'ai répondu par rapport aux fouines. Vas-y. De quoi? Vas-y, allez-y. Non, sur les fouines, je disais, il faudra regarder par rapport aux départements, parce qu'il commence à y avoir des départements qui veulent juste tout protéger les fouines. On a le cas, par exemple, aussi en Belgique, hein, il y a des endroits maintenant où on veut protéger des fouines et des endroits où ça reste toujours une espèce piégeable avec un agrément de piégeur agréé. Pour le coup, c'est une espèce qui tombe sous le coup, non pas du règlement sanitaire départemental, parce qu'initialement, ce n'était pas une espèce qui était, je dirais, qui intervenait dans le giron des professionnels 3D, notamment ceux qui intervenaient en ville. C'était une espèce qui embêtait plutôt les éleveurs, et notamment les éleveurs de poules et les gens qui avaient des élevages à la campagne. Bon, avec deux espèces de mustélidés, le putois, 3 espèces de mustélidés, le putois, la martre et la fouine. Alors déjà, faire la différence entre une fouine et une martre, c'est pas si facile que ça pour les non-initiés. Ce que vous voyez en ville, c'est principalement des fouines. Et donc, c'est des espèces qui, parce qu'historiquement, elles posaient des problèmes à l'agriculture, ont été classées espèces nuisibles au titre du code rural. Et donc, avec des arrêtés préfectoraux annuels qui classaient la liste des espèces nuisibles, donc destructibles par piégeage par des piégeurs agréés. Ça, c'est la réglementation qui court toujours en France. Néanmoins, vous avez des départements qui ont déclassé la fouine de nuisible à espèce gibier. C'est quoi la conséquence? C'est que ces espèces gibier peuvent être chassées par arme à feu pendant les périodes d'ouverture et pas au-delà des périodes de fermeture de la chasse. Potentiellement, une fouine, la journée, ça pionce, donc la probabilité qu'elle a de se faire tuer par un chasseur, elle est assez faible. La problématique, c'est que ces espèces-là, elles se sont déplacées en ville. Donc, ce sont des espèces qu'on retrouve sur le plan urbain aujourd'hui, qui ne sont pas inscrites au règlement sanitaire départemental, mais dont le statut est régi par le code rural et des arrêtés préfectoraux au classement des espèces nuisibles, où le grand jeu des protecteurs des animaux a été de les faire déclasser, par pression sur les préfets, de les faire déclasser d'espèces nuisibles à espèces gibier. Tant et si bien qu'il y a une grande majorité des départements en France désormais dans lesquels vous ne pouvez plus piéger les fouines, y compris même les piéger et les relâcher, puisque c'est quand même une espèce qui est classée au titre du code rural. Donc toutes les espèces classées au titre du code rural et les espèces classées au titre du règlement sanitaire départemental, vous avez une interdiction la plus formelle de les déplacer vivants.
Donc c'est pareil, quand vous avez des collectivités qui vous disent vous avez qu'à piéger les pigeons et vous les relâchez à 30 km, si vous le faites, parce que le pigeon est classé au titre du règlement sanitaire départemental, vous vous mettez hors la loi. Donc attention, et puis en plus pour piéger les fouines, quand bien même dans le département elle est classée nuisible, donc vous avez le droit de la détruire par piégeage, pour utiliser un piège mortel sur la fouine, vous devez être piégeur agréé. Hein. Donc en fait, la réglementation, elle s'est alourdie de nature à démotiver les piégeurs. Et puis quand vous êtes face à des clients qui ont des fouines qui braillent toute la nuit dans les faux plafonds, ou qui font des dégâts hyper importants dans les entreprises, aujourd'hui, il y a un vide juridique qui fait que bien souvent, vous n'avez que des répulsifs à utiliser. Vous n'avez plus le droit d'intervenir de manière létale sur ces animaux-là. Alors, pour piéger des ragondins, il faut un agrément de piégeur. Pourquoi ? Parce que l'agrément de piégeur, il vous permet également de pouvoir faire la mise à mort du ragondin. Et aujourd'hui, pour pouvoir faire la mise à mort d'un ragondin avec une arme à feu, il faut disposer du permis de chasser, ce qui n'était pas le cas il y a 3 ans. Alors, pas du tout, ça dépend avec quoi tu le pièges en fait, Sébastien, le ragondin. Si tu le pièges avec un piège en X ou un piège en livre de messe, potentiellement il te faut un agrément puisque c'est un piège mortel et donc il te faut la formation pour pouvoir être habilité à poser ton piège, quand bien même c'est dans une zone humide. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui tu as une problématique de vison aussi, hein, tu as une recolonisation du vison qui se fait en France et donc aujourd'hui si tu es sur un piège mortel utilisé avec des pommes, tu es obligé d'avoir ton numéro d'agrément parce que l'OFB va relever tes pièges et puis tu dois figurer sur ton piège ton numéro d'agrément de piégeur. Oui, on parle des cages et ce sera de moins en moins vrai. Hein, donc les cages, c'est les cages qui prennent les ragondins vivants. Aujourd'hui, de toute façon, si tu as une cage, il te faut quand même un élément de mise à mort et l'élément de mise à mort, de toute façon, il te faudra le permis de chasser. Donc. Globalement, mettez-vous en tête que ce piégeage d'espèces un peu exotiques, comme le ragondin, comme la fouine et autres, ça va devenir des activités pour nous, professionnels 3D. Pourquoi ? Parce que c'est des espèces qui s'invitent en ville de plus en plus. Et donc, alors effectivement, on peut rentrer dans le détail de la réglementation, passer votre agrément de piégeur, parce que de toute façon, un de ces 4, ça vous sera demandé. Donc nous, c'est une formation qu'on est en train de monter avec l'Association nationale des piégeurs agréés, que c'est une association dont le président est proche d'EasyPest. Donc, on est en train d'essayer de proposer d'un côté l'agrément de piégeur et d'un autre côté cet agrément adapté aux espèces qui sont les espèces du pest control. Hein. Donc, attention, les répulsifs, il y a des répulsifs qui existent. Attention à faire en sorte que ces répulsifs soient utilisables en milieu naturel. Hein, c'est la même chose. On avance du coup un petit peu sur les autres questions, Vincent ? Oui. Alors, il reste 2 questions. Donc, une première question, c'était le permanent betting vis-à-vis de la faune sauvage. Donc, voit-on un effet sur la faune sauvage depuis la mise en place de l'interdiction de l'abattage permanent ? Donc, ça, c'était une question qui était assez intéressante, je trouvais. Je ne sais pas si on a des données là-dessus. Alors, attention, l'abattage permanent n'a pas forcément été mis en place pour éviter les intoxications. Il a été mis en place, la raison pour laquelle ça a été mis en place, c'est la gestion des résistances. C'était de se dire que si finalement on utilise des anticoagulants en tout lieu, en tout temps, même si aujourd'hui le cholécalciférol tombe également sous le coup de l'interdiction de l'abattage permanent. Hein. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas d'anticoagulant dans la PAC que vous avez le droit d'utiliser des apparts en tout temps, en tout lieu, toute l'année. Hein, donc en fait, toutes les molécules toxiques sont soumises au même règlement de l'interdiction de l'abattage permanent. L'interdiction de l'abattage permanent, c'était de se dire, ça avait 2 avantages. Visite fréquente des sites, en cas de présence de rongeurs, prévention des phénomènes de résistance parce qu'on pousse le professionnel à se poser des questions ou à utiliser des outils qui lui permettent de détecter de la résistance. C'était surtout ça. Et puis, c'était de se dire, période de 35 jours, au-delà de laquelle il doit y avoir un bilan qui doit être fait pour décider ou non de repartir sur une période toxique de 35 jours. Donc, en fait, ça a quand même beaucoup d'intérêt. Ça a eu l'intérêt que je vous ai évoqué tout à l'heure de dire, on fait la distinction entre préventif et curatif. Super. C'est quand même la première fois qu'on parle de ça. Et puis, globalement, c'était surtout fait pour la gestion des problématiques de résistance.
Alors, effectivement, on ne peut pas quantifier l'impact que ça peut avoir sur les intoxications primaires et secondaires, mais c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, ce n'est pas notre métier qui génère les intox primaires et secondaires. C'est surtout les produits accessibles aux particuliers et c'était surtout l'utilisation des anticoagulants en plein champ. Vu que ces usages pour le particulier sont restreints et l'usage plein champ est quasi terminé avec les anticoagulants, puisqu'aujourd'hui il y a une molécule qui s'appelle le phosphure de zinc qui est utilisé en remplacement, on n'a quasiment plus d'intox. Mais ce n'est pas du fait l'interdiction de l'appâtage permanent, elle aura eu un effet très très restreint par rapport aux autres usages qui étaient faits auparavant. Alors, je voudrais répondre quand même à une question par rapport au document de l'Harmonix, pas de notion d'interdiction d'appâtage permanent. Alors, juste pour resituer, parce que je pense que c'est important qu'on recadre le sujet. Donc, l'appâtage permanent est uniquement autorisé, si c'est autorisé par l'État membre, par l'acte d'autorisation, pour les produits de type anticoagulant. Donc, déjà, l'Harmonix n'est pas un anticoagulant, et uniquement sur les anticoagulants de type diphénacum ou bromadialone. En dehors de ces deux substances actives-là, vous n'aurez jamais un usage permanent de betting. Donc, c'est normal de ne pas avoir d'interdiction d'autorisation sur l'appâtage permanent sur le cholécalciférol, parce qu'en fait, il n'a pas lieu d'être. Pour rappel aussi, l'appâtage permanent, c'est l'utilisation de produits en continu sur un site, même en cas d'absence de rongeurs. Donc, ça veut dire qu'on a zéro prévence, mais on peut démontrer qu'il y a un risque qui est important par rapport au site et un risque au potentiel de réinvasion du site. Et enfin, que les autres méthodes, donc tout ce qui est étanchéité et mécanique, sont démontrées comme inutilisables ou pas suffisantes. Dans ces trois éléments-là, on peut mettre des produits sans présence de rongeurs. C'est ça l'appâtage permanent. Donc, il n'a pas spécialement d'intérêt parce que si on a une approche cohérente avec des produits de monitoring et que dès qu'on a une consommation du monitoring, on passe en appât toxique spécifique, on va arriver au bout sans avoir ce besoin d'appâtage permanent. Donc c'est pour ça, sur les produits qui n'ont pas d'appâtage permanent, si ce n'est pas les anticoagulants, ils ne sont pas sujets à l'appâtage permanent de toute façon. Mais il y a une question sur l'alpha-chloralose. Toutes les autres molécules sont soumises à l'interdiction de l'appâtage permanent, au même titre que les anticoagulants. Ils ne peuvent pas être mis de toute façon, mais voilà, il n'y a pas du tout de discussion par rapport à ça. Et l'alpha-chloralose n'est pas en appâtage permanent non plus. Voilà. Donc... Une réponse intéressante de Sébastien, là, c'est un peu déviant comme sujet, c'est la gestion du campagnol terrestre. Aujourd'hui, il y a un produit qui s'appelle le Ratron GW dans la gestion soit très localisée, soit plein champ, puisque aujourd'hui la lutte mécanisée va être autorisée sur le Ratron GW, sur le campagnol terrestre, c'est-à-dire les agriculteurs. Bon, ça, c'est pas votre job. Donc, éventuellement, de temps en temps, traiter des terrains de foot ou des choses comme ça. Mais attention, phosphure de zinc, certificato obligatoire, quoi. Allez pas commencer à prendre des risques pour faire plaisir aux policiers municipaux d'aller traiter le terrain de foot sur lequel il y a quelqu'un qui s'est cassé la cheville. Quand vous êtes en open area, c'est-à-dire des milieux ouverts, c'est certificato obligatoire quand vous traitez ça. Donc effectivement, l'agrément pH3, c'est la même chose, notamment pour la partie taupe. L'usage de ces produits, il est très réglementé. Donc, concentrons-nous déjà sur l'essence même de notre métier, qui est la gestion des rongeurs, des insectes dans et autour des bâtiments, que ce soit en milieu urbain ou en milieu rural, sur les espèces commensales, c'est-à-dire celles qui vivent au contact de l'activité ou au contact de l'homme. Après, tout ce qui est usage un peu périphérique à tout ça, ne prenez pas de risques inconsidérés parce que potentiellement, si vous créez de l'intoxication, aujourd'hui, il y a des gens qui vont ramasser des cadavres, qui vont les porter au laboratoire d'analyse et qui vont se constituer partie civile au tribunal contre vous. Et puis ce jour-là, votre assurance, votre RC professionnelle, elle ne vous suivra pas parce que vous êtes dans l'utilisation d'un produit qui nécessite l'obtention du certificat dans un milieu dans lequel vous n'êtes pas couvert par votre RC Pro et là, vous avez tout perdu. Donc, tant que tout va bien, tout va bien. Et puis, quand on veut se faire plaisir ou qu'on veut acheter des produits en Espagne parce que potentiellement, c'est 5 € le kilo moins cher, jouez pas avec ça, quoi. C'est vraiment pas sur le produit et la qualité des produits qu'il faut jouer. C'est pas une question de prix. Les produits, c'est de l'investissement. Et acheter des bons produits, c'est aussi potentiellement quelque part véhiculer directement et indirectement l'image d'un bon professionnel, quoi. C'est vrai qu'on a plutôt tendance à vouloir braconner avec des produits qui viennent de l'autre bout de la planète.
À l'heure qu'il est, on regardait, le produit représente jamais plus de 5 à 7% du montant total de ce que vous facturez à vos clients, quoi. Donc, négocier pour 5 à 7% des produits que vous achetez, même si vous achetez des gros volumes, potentiellement, je préfère que les professionnels fassent de la qualité et utilisent des bons produits, quoi. Ouais, c'est un excellent point parce qu'en fait, ce que vous devez attendre d'un distributeur, c'est qu'il soit disponible, qu'il vous livre sans avoir des erreurs et qu'il vous donne des bons conseils. Ça sert à rien de pouvoir discuter à 1 € près sur des traitements que vous allez faire. Ce qui est important, c'est de ne pas retourner 10 fois sur un site. Ça vaut la peine parfois de mettre un peu plus de produits sur un site ou plus de matériel. Mais si vous ne devez pas y retourner, c'est là que vous perdez de l'argent. C'est dans le transport, dans le déplacement et votre taux horaire chez vos clients. Donc, voilà. Le biocontrôle a-t-il de l'avenir dans notre métier? Alors, il a à la fois de l'avenir et à la fois, de toute façon, ça va être rédhibitoire, puisque si on regarde ce qui se passe dans l'agriculture aujourd'hui, et notamment nos amis de l'IFATEC qui appartiennent à un groupe qui s'appelle 200GOS, qui est le leader des biosolutions et du biocontrôle en agriculture en Europe, si on se dit ces tendances-là sont préfiguratoires de ce qui va se passer dans le biocide, oui. De toute façon, il va y avoir 2 axes d'évolution du métier. La professionnalisation de notre métier, on y est. Chacun son métier. Il y a des fabricants, il y a des distributeurs, il y a des applicateurs et il y a des formateurs. Donc globalement, quand vous avez en face de vous des gens qui ont plutôt tendance à mélanger tous les métiers, faites attention. Nous, on n'est que formateurs et on ne fera pas plus que ça. Donc quand vous avez un mélange des genres, potentiellement, posez-vous la question. Et le deuxième axe, c'est utiliser le développement et l'innovation dans des biosolutions. Nous, on investit énormément d'argent dans le groupe sur l'identification de biosolutions parce qu'on veut participer à cette course-là, cette course à la transition agroécologique, mais la transition biocido-écologique, elle va également exister. Vous voyez le développement rapide des répulsifs, le développement des pièges, le développement de toutes ces approches qu'on peut appeler complémentaires ou alternatives. De toute façon, on est dedans. Donc oui, ça a de l'avenir. Soyez curieux, formez-vous de manière indépendante, c'est important pour l'objectivité des informations qu'on vous apportera. Et puis, soyez curieux, il y a des choses qui arrivent. Moi, j'ai plutôt tendance à me dire, ouais, ok, les autorités, elles serrent les boulons sur les produits, c'est pas une fatalité. C'est une opportunité pour se dire, le métier, il faut qu'il change. Il faut qu'on rénove notre métier sur un certain nombre de sujets. C'est une vraie chance pour nous. Voilà. Pour le petit exemple, ces webinaires-là, il y a 4 ans, ils n'existaient pas. Aujourd'hui, on en fait un par mois. On est content de le faire. Et ça, c'est typiquement un signe de rénovation de notre métier. Mais cette rénovation, elle doit se faire aussi dans la clarification des rôles de chacun dans ce métier-là. Et puis dans l'objectivité de ce qu'on apporte à nos professions. Je prenais un exemple. Aujourd'hui, on ne sait même pas de combien on est de professionnels en France et combien il y a d'entreprises 3D en France. Donc en fait, on parle de notre métier, on ne sait pas qui on est, on ne sait pas combien on est en France. Donc ça, déjà, c'est hyper important. D'une part, d'être fier de notre métier parce que vous voyez la contribution qu'il a dans la société à l'approche des JO. Là, vous verrez, j'ai fait quelques papiers dans les journaux qui vont sortir dans les jours à venir, là, justement, sur la contribution de notre métier au confort des gens aujourd'hui. Et puis, il y a vraiment des passionnés dans notre métier, donc il faut qu'on soit fier de notre métier. C'est un métier qui, de toute façon, vu la croissance des espèces envahissantes, sera de plus en plus mis sur le devant de la scène. Mais pas n'importe comment. Pas n'importe comment. Aujourd'hui, on voit effectivement les arnaques sur les punaises des lits et autres. Ça œuvre pas pour une professionnalisation de notre métier. Les gens qui s'intoxiquent au sniper, voilà, tous ces trucs qui sont ultra relayés par les réseaux aujourd'hui. Ça œuvre pas dans la rénovation de notre métier, mais il faut qu'on tienne bon. Notre métier, on a de beaux jours devant nous. On est dans un métier en forte croissance. Mais par contre, il va falloir le faire bien parce que la société va être de plus en plus exigeante aussi vis-à-vis de la manière dont on va s'y prendre, ça c'est sûr. Alors, il y a tous les chiffres. Tout le monde a raison sur les chiffres en fait, de nombre d'entreprises en France et du nombre de salariés parce que personne n'a les chiffres en fait. Donc on peut balancer des chiffres, on ne sait pas. Aujourd'hui, nous on a des chiffres, mais on ne sait même pas s'ils sont bons. Donc on est en train de nous-mêmes en interne d'essayer de comprendre le marché, en tout cas le milieu dans lequel on met les pieds en France, le nombre d'entreprises. Et puis le nombre de certibiotides notamment qui sont en France pour essayer de comprendre à qui on parle, quoi. Parce que c'est un marché qu'on ne connaît pas suffisamment aujourd'hui. Alors, on avait une dernière question. Donc, c'était une demande d'avis par rapport à un diagnostic sur un parc
en pleine forêt, en plein champ. Donc, on prend des stands pour les activités, des animaux. Et alors, il y a une problématique de rongeurs qui rentrent dans les cabanes. Du coup, il y a une grosse problématique pour pouvoir faire une étanchéité complète. Et donc, il parlait justement de pouvoir trouver des solutions. Et il serait constaté d'avoir des problématiques du coup de souris, rongeurs ou de campagnols sur le site. Et donc, il m'en demandait un petit peu des... Là, c'est pareil, hein, de nouveau, il faut regarder la problématique dans son ensemble. Si vous avez des animaux, ne faites pas n'importe quoi. Ne commencez pas à mettre de toute façon des anticoagulants de dernière génération. Travaillez plutôt sur des produits soit mécaniques, soit produits où il y a un plus faible impact de risque d'intoxication secondaire. Et après, vous regardez la problématique dans son ensemble, voir quelle se trouve la nourriture disponible. Est-ce qu'on peut limiter l'accès à la nourriture? Est-ce qu'on peut utiliser des systèmes d'exclusion? Est-ce qu'il existe des répulsifs? Voilà, c'est tout. Après, bien même c'est une maison secondaire ou un pavillon de chasse ou peu importe, à partir du moment où c'est des espèces commensales qui s'introduisent dans l'habitation, on est donc en périmètre biocide, même si vous êtes en plein milieu de forêt, puisqu'en fait, il va s'agir de protéger la santé publique et la santé de ceux qui vont venir dormir, par exemple, dans cette cabane. Donc, on est dans un périmètre biocide, dans et autour des bâtiments. Après, si vous êtes en pleine forêt parce que vous avez du campagnol roussâtre à 300 mètres de cette maison, là, vous n'êtes plus du tout dans la problématique biocide. Hein. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'avais tout parcouru ici. Donc, on a fait toutes les questions qui avaient été préparées, qui ont été posées. Donc, si vous avez encore des questions, profitez-en. On puisse encore regarder un petit peu. Alors oui, la problématique du buzz, effectivement, hein, c'est la problématique aujourd'hui des réseaux sociaux. Romain en a bien parlé. On essaie de faire du sensationnel. Je prends le cas, par exemple, de frelons européens où quand on dit que le frelon asiatique est hyper agressif, mais qu'on vient secouer le nid pour se faire attaquer, voilà, c'est du sensationnel. Je pense que voilà, l'important, c'est vraiment de pouvoir régler les problématiques et de pouvoir apporter une solution. N'oubliez pas que vous êtes le référent pour les particuliers qui vous appellent. Vous devez surtout les rassurer, les conseiller correctement et après mettre un protocole en place pour régler leurs problèmes. Alors, est-ce que Alors, mon certibiocide est valable jusqu'au 12-25. Dois-je repasser le nouveau certibiocide avant? Non. Non, c'est valable 5 ans, donc il faut que tu attendes. Tu t'y prends 3 mois à l'avance, mais effectivement, pour ceux qui sont intéressés, je vous ai mis le site EasyPest. Voilà, c'est une contribution bilatérale. Effectivement, moi, je vous invite effectivement à faire bosser les équipes si vous souhaitez qu'on continue à faire ce type d'événement. C'est hyper important. Parce que tout le monde veut de l'information, mais au bout du bout, personne ne veut payer. Donc c'est un petit peu, un échange de bons procédés. On essaie vraiment de faire de la qualité et on compte vraiment sur vous. On y met de la passion, on y met du cœur. Donc on est hyper content quand vous jouez le jeu aussi en venant vous former chez nous. C'est aussi garant qu'on puisse continuer à innover sur le plan pédagogique, à vous proposer des nouvelles formations. Et tout ça, ça fonctionne si tout le monde joue le jeu. Nous, on est des formateurs indépendants et ça, je tiens à le rappeler, c'est important à l'heure où on voit foisonner tous les centres de formation par opportunisme. Là. Nous, on fait notre métier, on fait que celui-là. Donc, c'est important qu'on ait aussi votre confiance là-dessus. Et effectivement, les certibiocides, il y a eu une révision des certibiocides. Il est valable jusqu'au 12-2025, donc il faut que tu attendes 2-3 mois avant cette date-là pour pouvoir le repasser. Toutes nos formations sont en ligne sur easypest.com. On a refait tous nos sites, on a refait toute la charte graphique du groupe, donc n'hésitez pas. Oui, je sais, Steph, que tu es un fidèle. Les ultrasons, alors les ultrasons, ça peut être une solution intéressante. Attention, les ultrasons, ça traverse l'air, ça ne traverse pas les cloisons. Donc, si vous voulez déranger des rongeurs qui sont dans une cloison, ce n'est pas des ultrasons, c'est des infrasons, c'est des espèces de transpondeurs qu'on met sur les murs et qui font micro-vibrer les structures. Voilà. Voilà. Et puis ensuite, est-ce que les pièges collants vont disparaître? On ne sait pas quand, mais un jour, de toute façon, les associations réussiront à faire disparaître ces plaques de glu. Il y a quand même une souffrance animale qui est associée à ces plaques de glu. Donc en fait, oui, légitimement, à terme, une fois qu'on aura les bons outils dans la boîte, et nous, on veille à ce que
On ne retire pas ces outils-là avant d'avoir innové dans d'autres outils, mais de toute façon, à terme, ce ne sera plus des outils soutenables en termes de souffrance animale. Oui, alors les ultrasons, effectivement, attention aux chauves-souris. Je vous dis que les chauves-souris sont des super alliés pour la gestion des moustiques notamment. Les chauves-souris se déplacent par ce qu'on appelle l'écolocation, hein, donc c'est des radars qui utilisent beaucoup les ultrasons. Donc attention à ne pas forcément émettre des ultrasons, et si vous le faites, faites-le plutôt en intérieur, dans des endroits où vous êtes sûr qu'il n'y a pas forcément de chauves-souris pour ne pas les troubler. Les chauves-souris, ce n'est pas des vampires, hein, c'est vraiment des alliés du pest manager, donc il faut faire un petit peu gaffe à ça. Voilà. Et puis après, bah, écoutez, si vous avez d'autres, est-ce que vous avez d'autres questions, d'autres choses que vous voulez voir dans le nouveau certibiocide, c'est comme avant. Hein, le nouveau certibiocide nuisible, c'est le même nombre de modules qu'avant. Alors nous, on les a rénovés, on en a fait des jolis modules qu'on a vraiment enrichis avec notre savoir-faire de terrain. La particularité, c'est qu'aujourd'hui, on a un certibiocide autre produit, on a un certibiocide désinfectant un jour, mais pour vous qui êtes des professionnels 3D, le certibiocide recommandé, c'est le nuisible, et lui, il n'a pas tellement changé de format, quoi. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ouais, c'est pas mal. Refuge à chauve-souris, c'est pas mal. Et puis, ça permet aussi d'avoir une approche avec vos clients qui est un petit peu innovante en disant, bah, écoutez, moi, mon métier, je le fais de manière spécifique. Je suis là pour réguler vos rongeurs. Par contre, en extérieur, on évite d'utiliser des produits biocides. On essaie d'aller s'allier aux alliés naturels que sont potentiellement les oiseaux de proie, les chauves-souris sur les insectes. Voilà. Donc ça, c'est pas mal. Et oui, notre prochain webinaire, ce sera effectivement sur guêpe frelon. Ce sera animé par Benoît, qui est avec nous ce soir, qui est notre référent guêpe frelon chez nous. Voilà, puisqu'on a... Ce sera le 21 mars. Notez déjà dans l'agenda. Alors, effectivement, plus efficace que le mosquito, j'ai plutôt tendance à ne pas vouloir opposer les trucs. Vous pouvez tout à fait mettre du piégeage moustique, que ce soit du piégeage larvaire. On force les femelles à venir pondre, parce que je vous rappelle qu'il n'y a que les femelles qui piquent chez le moustique. On force les femelles à venir pondre dans de l'eau dans laquelle elles sont prisonnières et les larves ne peuvent jamais s'envoler une fois qu'elles ont éclos. On a également un certain nombre de versions de pièges, que ce soit Biogène, Kista, Maborna moustique, Mosquito Magnet et autres, qui sont des pièges qui piègent plutôt les adultes avec émission de CO2 par exemple. Ça, c'est pas forcément à opposer à la présence de chauves-souris. Je dirais que tout ça, c'est des belles combinaisons et il y a aussi une belle histoire à raconter à vos clients avec ça, quoi. Ça, c'est sûr. Ouais, le lien, pareil, bah, si vous nous suivez sur les réseaux, c'est Adeline qui est en back-office ce soir, elle vous enverra un lien sur la partie guêpe frelon. Pareil, on commence activement les formations guêpe frelon, c'est en 2 jours, c'est Benoît qui les anime. Et donc l'intérêt, Benoît, effectivement, on a un deuxième formateur qui fait de la formation guêpe frelon aussi chez nous. Tous nos formateurs sont capables d'en faire, mais on spécialise quand même nos formateurs. C'est une formation qui est en 2 jours, une première journée théorique. Et puis, on fait maintenant des lieux de formation guêpe frelon partout en France, avec utilisation du matériel. Donc, on n'a pas forcément de préférence de matériel, donc on présente le matériel de tout le monde. Avec la deuxième journée, mise en pratique. Et Benoît, ce qu'on aime bien chez Benoît, c'est qu'il a aussi une grosse culture de la sécurité, ce qui n'est pas présent forcément chez tous les formateurs. Vous avez même des formateurs qui n'ont jamais vu un nid de frelon de leur vie. Donc, en termes de sécurité, c'est un tout petit peu compliqué. Donc, ce qui est important, c'est ligne de sécurité quand vous arrivez chez votre client. Et on aborde aussi les problématiques de comment je construis mon devis en fonction de la difficulté du site que j'ai à traiter, quoi. Est-ce que je décroche mon niche? Est-ce que je ne le décroche pas? Comment je m'y prends? Et puis, comment j'aborde mon chantier, quoi. Ça, c'est vrai que avec Benoît, on a développé une formation très complète là-dessus. Et souvent, les gens sont très, très contents. La problématique guêpe frelon, c'est que c'est assez fluctuant d'une année sur l'autre. Donc, on a des années avec guêpe et frelon, on a des années qui sont calmes. Donc, mais formez-vous, ouais, c'est important pour ça, quoi. Et si on n'a pas d'hiver, formation en Belgique, Vincent, tu peux peut-être en parler, ouais. Ouais, mais voilà, ici, on va proposer le mois prochain, du coup, 2 journées de formation. Donc, il va y avoir 2 journées spécifiques sur les guêpes frelons en Belgique, qui normalement va être reconnues par la région Wallonne.
Et pareil, on va voir un petit peu toute l'approche biologie des différentes espèces de guêpes et frelons pour essayer de bien montrer celles qui ne sont pas nuisibles et comment on peut après pouvoir approcher un nid de manière sécurisante, adopter des bons comportements et pouvoir éliminer à ce moment-là une problématique quand c'est nécessaire. Super. Alors, est-ce qu'on a fait le tour? Après, pour l'instant, il y a aussi, je file l'adresse formation @easypest.com. Si vous avez des questions, J'ai une question, Romain. Est-ce que les gendarmes vont être déclarés nuisibles? qui est-ce qui pose ça? Non, parce que je me suis fait verbaliser vendredi soir. Donc, Nicolas Crochet. Nico, j'ai plutôt tendance à vouloir te faire une réponse, mais on ne peut pas l'enregistrer. Personnalisé. Donc, c'était quoi la question? Je ne me souviens plus. L'autre question, c'était quoi? Vous m'entendez ou pas? c'était sûr. Ouais, on t'entend, ouais. Les gendarmes, quand on parle des gendarmes, on parle des punaises gendarmes, on est bien d'accord? Ah oui, tu Parce que croyais si c'est le cas, les punaises gendarmes, ce sont des phytos, hein. Ils sont phytophages, hein, donc généralement. ça ne représente pas une problématique, quoi. C'est pas une vraie problématique, ça consomme de la matière organique morte. Hein, donc c'est la raison pour laquelle on les trouve souvent sous les feuilles, parce qu'ils se reproduisent sous les feuilles et ils consomment de la matière organique morte. Donc c'est pas une vraie problématique. Comme la punaise diabolique, hein, ou la punaise des bois, hein, qui rentre dans les maisons à la mauvaise saison. Bon, bah ça, effectivement, c'est désagréable, mais il n'y a pas de risque sanitaire associé. Hein, donc c'est pas une vraie problématique, quoi. Ok. Ouais, Marvin, parce que j'ai pas eu le temps de le faire, on a une adresse. Tu peux marquer l'adresse formation@easypest.com. Si vous... Vraiment, il s'est coupé tout seul, Romain. Ouais. Après, le réseau n'était pas bon, j'avais aussi des soucis. Est-il possible Oui, donc d'avoir c'est les phyto, détails hein, du donc, professeur belge? Ouais. le professeur belge, c'est qui le professeur belge? C'est toi. Je, C'est pas je vais François mettre- Damiens, ça, c'est Vincent Ergen. je vais mettre mon adresse email. Ah, le Voilà. retour de Romain. J'ai été déconnecté, je sais pas pourquoi. Ouais. Le réseau n'est pas très stable. Ouais, mais moi aussi, parfois, ça ne connecte pas toujours. Voilà. Et donc, du coup, ici, si vous avez d'autres questions, vous nous envoyez un mail. Il n'y a pas de problème pour vous répondre aux autres questions bien mail, bien évidemment. Donc, n'hésitez pas, on a vocation à plutôt partager la connaissance et C'est clair. l'information. Donc, si on peut vous aider, avec grand plaisir. Et puis moi, pareil, je mets mon adresse mail aussi, pour ceux qui veulent m'écrire. Voilà. Du coup, bonne soirée à tous. Notez nos adresses email et vous n'hésitez pas. Ça marche. Passez une très belle Super, soirée. Bon repos du Olivier, guerrier. merci Nico, merci Nicolas, super. Bon, on vous remercie en tout cas, c'est toujours chaleureux de vous retrouver. Et puis, voilà, vous avez les dates du prochain webinaire Guêpes Frelons. On espère vous retrouver nombreux. Ben sera là pour animer le webinaire avec notre équipe aussi. Et puis, on vous dit à très bientôt et ravi de vous avoir retrouvé dans tous les cas. Et puis peut-être à bientôt en formation ou autre. C'est toujours un vrai plaisir. On vous souhaite une bonne soirée. Et du coup, le replay sera sur YouTube. Ouais, je suis chez TPMP fin mars, normalement, chez Hanouna. Ouais. Je ne sais pas de quel sujet on va traiter, mais probablement la punaise, quoi. Ouais. Voilà. Et donc, le replay sera bien disponible sur YouTube. Voilà. On vous souhaite une belle soirée. À bientôt. Bonne soirée. Bonne soirée et allez Ciao, Paris. ciao. Merci pour votre présence.
Ciao.